Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à Muriel et René pour ce très beau colloque. Merci en particulier de me donner l'occasion de revenir sur ces 2 années qui, d'étape en étape, de point de bascule en point de bascule, ont chamboulé notre vie de manière durable. On voit maintenant combien notre vie a changé. Il faut porter ce satané masque, se méfier des uns des autres, être vigilant partout et tout le temps. Notre vie sociale est en partie numérisée, même si ce colloque est partiellement une exception, et merci. Et la vie de nos enfants profondément bouleversée. Les plus jeunes peinent à apprendre face à des adultes masqués. Les lycéens, les étudiants, eux, lors de la première vague, ont appris ce qu'était l'isolement, l'ennui, la solitude. Bref, nous voici plongés dans un monde en pandémie. Une dystopie devenue réalité, et nous commençons à comprendre que nous ne reviendrons pas en arrière. Le monde d'avant n'est plus. Cette mésaventure ne nous est pas arrivée d'un seul coup. Il y eut des étapes, des plongeons successifs, ou plutôt des points de bascule que nous nous proposons d'examiner ici avec le peu de recul dont nous disposons. Le premier point de bascule est difficile à situer précisément dans le temps et dans l'espace. Où, quand et surtout dans quelles circonstances le patient zéro s'est-il contaminé? La question est fondamentale. Faute de réponse, impossible dans l'avenir de définir les mesures adéquates afin d'éviter la récidive d'une telle catastrophe. Chacun a compris que le SARS-CoV-2 dérivait d'un virus de chauve-souris. Mais comment en est-il arrivé à infecter l'homme? Est-ce lié au commerce d'animaux sauvages? Cette hypothèse faisait figure d'évidence au début de l'année 2020. Si le SARS-CoV-2 nous avait atteints, c'est parce qu'il s'était subrepticement mis à circuler au sein d'une espèce animale qui nous côtoie. Il ne restait donc plus qu'à l'identifier et nous allions avoir la clé de l'énigme. Les mois ont passé, presque 2 ans maintenant. Les recherches se sont embourbées avec pour seul résultat concret la mise hors de cause du pangolin. Alors, peut-on imaginer que la pandémie soit due à un défaut de sécurité dans un laboratoire? Il ne s'agit pas, dans cette dernière hypothèse, d'accuser quiconque d'avoir volontairement fabriqué un virus pathogène pour ensuite le relâcher dans la nature. Mais en termes de prévention, de surveillance et d'alerte, envisager la survenue d'un accident dans un laboratoire travaillant sur les coronavirus n'a pas les mêmes implications que de chercher à étayer le passage naturel d'un virus de l'animal à l'homme. Malheureusement, aucune investigation sérieuse n'a été effectuée. La Chine s'y est fermement opposée. Au tout début de la pandémie, un groupe de scientifiques de renom s'était manifesté dans un article publié dans la revue The Lancet. Ils avaient alors qualifié toute hypothèse non naturelle de théorie du complot. Cette lettre, ainsi que d'autres, ont eu un impact considérable et, pendant longtemps, finalement, évoquer l'hypothèse d'une fuite de laboratoire était un tabou. Nous avons appris en 2021 que ces auteurs, en fait, étaient des chercheurs qui collaboraient, 26 des 27 en tout cas, avec des collègues chinois. Certains menaient même des expérimentations sur des coronavirus de chauve-souris, et celui qui a coordonné l'étude de l'article, par exemple, menait des recherches avec l'Institut de virologie de Wuhan. Ces recherches impliquaient des coronavirus modifiés par génie génétique, ainsi que des souris, elles-mêmes aussi modifiées génétiquement pour que leurs cellules réagissent comme nos propres cellules en présence du virus. La dernière expérimentation qu'ils ont rapportée au National Institute of Health, qui les finançait, montre qu'ils avaient réussi à fabriquer un virus chimérique capable d'induire une forte mortalité parmi ces souris dites humanisées. Il s'agit peut-être d'une coïncidence et ça ne prouve pas que ces expérimentations soient à l'origine de l'actuelle pandémie. Je me garderai donc bien de franchir ce pas. Mais cela montre combien il faut être prudent face aux prises de position trop hâtives et cela ravive l'intérêt pour une investigation approfondie du côté des laboratoires de la ville de Wuhan. Le deuxième point de bascule eut lieu le 31 décembre 2019, lorsque l'OMS fut enfin alertée de la survenue de cas de pneumonie d'origine inconnue dans la ville de Wuhan. À partir de là, les événements se précipitent. La ville est confinée le 23 janvier, puis quelques jours plus tard, tout le reste de la province du Hubei.
L'événement est considérable, mais vu de France, étant vraiment concerné. Pendant plusieurs semaines, les déclarations erratiques de quelques experts et l'attitude attentiste des décideurs politiques nous laissent penser le contraire. Les Chinois, puis les Coréens semblent reprendre la main sur la propagation du virus, mais déjà vient le tour de l'Iran puis de l'Italie. En France, heureusement, tout est sous contrôle. Notre système de soins est réputé d'être le meilleur du monde. Même s'il y a pandémie, nous saurons gérer. Nous sommes bien préparés, nous explique-t-on. C'était l'époque de la grippounette, des accidents de trottinette qui faisaient bien plus de morts que le virus, des sorties au théâtre pour montrer à la population qu'il n'est point besoin de s'inquiéter, et des meetings électoraux qui se déroulent sans la moindre précaution. Dès le mois de janvier, les Chinois avaient confiné 50 millions d'habitants, construit des hôpitaux, et nous, naïfs, n'avons rien vu, rien compris de la gravité de la situation. Nos certitudes s'écroulent à la mi-mars. La vague est là et le choc est terrible. Troisième point de bascule. Nous découvrons à quel point nous sommes démunis. Presque pas de masques, puisque les stocks avaient été détruits, pas assez de surblouses non plus, ni de solutions hydroalcooliques, et surtout pas assez de place dans les hôpitaux. La pandémie est sur nous, l'exécutif n'a d'autre choix que de tout stopper, de demander à chacun de se terrer chez lui pendant que les hôpitaux se réorganisent en urgence pour limiter la casse. Nous voilà devenus si vulnérables. Une pandémie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Au moins, espérions-nous que cela n'aura qu'un temps. Et effectivement, le déconfinement s'annonce. Il se fera par étapes, puis la vie reprendra son cours d'avant. Avec l'été, tout est oublié. Enfin, pas vraiment, car cette première vague en France laisse derrière elle plus de 30 000 morts. Le basculement suivant est progressif. Une nouvelle vague se prépare, mais elle nous arrive beaucoup plus lentement. De ce fait, nombreux sont ceux qui refusent d'y croire. Une pandémie, c'est une vague et puis ça s'arrête, nous explique le professeur Raoult. Un clivage qui se dessine. Tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie est assimilé à une atteinte à nos libertés. Les rassuristes surfent sur le mécontentement. Puisqu'il n'y aura pas de deuxième vague, à quoi bon restreindre nos mouvements et notre vie sociale ? À la rentrée, la vague est là. Il faut refermer les bars, les restaurants, les salles de spectacle et interdire aux gens de sortir le soir. Quelle désillusion. L'été n'a pas eu raison du virus et la première vague ne nous a pas immunisés. À nouveau, les morts se comptent par centaines, jour après jour. En Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil, on commence à entendre parler de variants, sorte de virus mutant encore plus contagieux. À peine la deuxième vague maîtrisée qu'une troisième se profile. Dès janvier, instruits par des modèles mathématiques, les épidémiologistes montent au créneau. Mais comme pour Cassandre, beaucoup refusent de les écouter. Trop c'est trop, tout est remis en question. Les contraintes imposées par la lutte contre le virus, les choix politiques pour gérer la crise, et même la parole des scientifiques qui anticipent une aggravation de l'épidémie. Le variant britannique n'en a cure et après des semaines de tergiversation, les mesures barrières doivent être durcies. Avec le mois d'avril, les écoles, les collèges et les lycées ferment pour 3 à 4 semaines. Les hôpitaux étaient à nouveau sur le point de craquer. Ce délai gagné sur la réponse est présenté comme une victoire. Mais est-ce bien le cas ? Avec 300 à 400 morts par jour entre début novembre et fin avril, le nombre de décès aura été le double de celui de la première vague. N'aurait-il pas été plus avisé de limiter nos mouvements dès le mois de janvier, quitte à relâcher la pression progressivement une fois l'épidémie contrôlée ? D'autres l'ont fait en Europe et ils ont sauvé des vies. À l'issue de cette troisième vague, une tendance à l'amélioration se dessine. La campagne de vaccination bat son plein, l'espoir renaît. Mais déjà, un nouveau variant, le variant indien, menace de tout faire capoter. Une course de vitesse, un sursaut de la campagne de vaccination et enfin, une nouvelle baisse se profile à grand renfort de passes sanitaires. Au même moment pourtant, l'épidémie explose en Martinique, puis en Guadeloupe, en Polynésie, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. La population locale, victime de campagnes de désinformation à grande échelle, s'y est peu vaccinée. Encore des morts par centaines, mais en métropole, l'effet de la vaccination est là. Pour la première fois, le refus de l'épidémie n'est pas le fruit d'un renforcement des contraintes. Cette fois-ci, les bars, les restaurants, les salles de cinéma restent ouverts et la rentrée scolaire se fait sans grande turbulence, du moins pendant quelques semaines. L'économie repart de plus belle, l'orage semble être passé.
Avec cette dernière bascule, reviendrons-nous à la vie d'avant ? Probablement pas, écrivais-je en septembre quand il a fallu écrire ce texte pour le livre, car le virus est toujours là. Nombre de pays restent démunis, faute de vaccins en quantité suffisante et d'accès aux soins dignes de ce nom. Autant de sanctuaires dont le virus va bénéficier pour perdurer et éventuellement générer de nouveaux mutants. Ça s'est donc réalisé. En France, le SARS-CoV-2 est devenu moins létal, c'est-à-dire qu'il provoque moins de décès parmi les personnes infectées. La raison principale est que nous sommes maintenant nombreux à être immunisés, ce qui nous confère une protection au moins partielle. Avec le temps cependant, si cette immunité n'est pas entretenue, le virus pourra regagner en dangerosité, ça s'est aussi réalisé, car contrairement à ce qui est couramment affirmé, il n'a pas perdu de sa virulence. Au contraire, le variant Delta est même plus virulent que ses prédécesseurs, en témoigne la violence de la vague épidémique qui avait frappé les départements français d'outre-mer, là où la population était peu vaccinée. SARS-CoV-2 n'est pas éradiqué et plus sa contagiosité augmente, plus l'espoir s'amenuise de s'en débarrasser un jour. À plusieurs reprises, des fenêtres d'opportunité se sont ouvertes pour prendre le contrôle de la pandémie. À plusieurs reprises, nous avons laissé passer cette chance, faute notamment de cohérence et d'harmonisation dans les décisions de santé publique prises dans chaque pays du monde. Nous n'avons pas su faire front commun, SARS-CoV-2 en a profité pour parfaire son adaptation à l'homme. Et pour très longtemps encore, il restera une épée de Damoclès pour les plus vulnérables d'entre nous. Pire, nous restons dans l'incertitude et nous ne savons pas comment orienter nos choix stratégiques pour atténuer le risque d'une nouvelle pandémie. Faut-il intensifier les études sur les virus circulant dans la nature ? Faut-il, à partir de là, identifier de nouvelles menaces dans la faune sauvage afin de les neutraliser comme autant de bombes à retardement qu'il va falloir désamorcer ? Un projet de recherche intitulé Diffuse en anglais, ça veut dire désamorcer, visait cet objectif. Il n'a pas été financé, principalement car le risque lié à la manipulation en laboratoire de virus susceptibles de provoquer des pandémies avait été mal pris en compte dans le document soumis au financement au DARPA, c'était en 2018. Le DARPA, c'est l'agence américaine pour les projets de recherche en lien avec la défense. Mais alors, puisque ce type de recherche fait courir un danger, ne faudrait-il pas décider un moratoire sur certaines manipulations jugées trop dangereuses, à l'instar de ce qui avait été décidé aux États-Unis entre 2014 et 2017. Nombreux sont les scientifiques qui alertent sur la menace de nouvelles pandémies liées à la dégradation de la biodiversité et à l'intrusion de l'homme dans les écosystèmes d'où peuvent émerger de nouveaux pathogènes. Il y a là, c'est incontestable, un sérieux motif d'inquiétude. Mais à l'inverse, multiplier les travaux de recherche visant à répertorier ces pathogènes et à les étudier en laboratoire crée de nouveaux risques dont il est difficile de garantir qu'ils seront correctement prévenus. L'opacité autour des activités de recherche de l'Institut de virologie de Wuhan, qui était un des partenaires pressentis pour le projet Diffuse dont je viens de vous parler, ne nous incite pas à l'optimisme en la matière. Entre le risque d'ignorer une menace de pandémie et celui de l'accroître en collectant et en manipulant des agents pathogènes, la voie est étroite si on ne veut pas basculer dans une ère de pandémie à répétition. Malheureusement, la désinformation et les enjeux politiques internationaux brouillent les pistes là où nous avons besoin de transparence et d'une coopération mondiale sans faille. Je vous remercie.